Mon père m'a refusé une augmentation pendant 3 ans. Alors que je dirigeais toute l'entreprise et que j'avais fait de mon frère chouchou le PDG, 2 semaines après l'obtention de son diplôme, j'ai commencé à travailler comme consultant pour son concurrent. Il me paie 5 fois plus et maintenant ils sont en train de s'effondrer et me supplient de revenir. Salut Reddit. Je ne pensais pas poster ici, mais ma situation familiale a complètement explosé, et j'ai besoin de vider mon sac. Mon père a passé 3 ans à me refuser des augmentations alors que je dirigeais pratiquement toute son entreprise, puis il a donné le poste de PDG à mon frère chouchou, à peine diplômé. Je suis parti, j'ai commencé à travailler comme consultant pour leurs plus grands concurrents, et maintenant ils perdent de l'argent à flot et me supplient de revenir. Spoiler alerte, ça n'arrivera pas. Moi, Pierre, 31 ans, ingénieur en fabrication, je travaille dans l'entreprise de métallurgie de mon père depuis que j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans. Mon jeune frère, Théo, 26 ans, vient d'être diplômé il y a 2 semaines. Il lui a fallu 6 ans pour terminer son diplôme de commerce parce qu'il a changé de spécialisation 3 fois et a échoué à suffisamment de cours pour devoir les reprendre. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme en 4 ans avec mention en génie mécanique, j'ai réussi mon examen d'ingénieur professionnel du premier coup, et j'ai été le pilier de l'entreprise de papa depuis. Laissez-moi vous peindre un tableau de ma dynamique familiale. Papa possède une entreprise de métallurgie de taille moyenne en Normandie. Il l'a démarré il y a 30 ans, en partant de rien. Je respecte ce travail acharné. Ce que je ne respecte pas, c'est la façon dont il m'a traité par rapport à Théo toute notre vie. Situation classique de l'enfant chouchou où Théo ne pouvait rien faire de mal et moi rien faire de bien. En grandissant, Théo était l'enfant qui recevait de nouveaux vélos et des consoles de jeux vidéo pour Noël, tandis que moi je recevais des cadeaux pratiques comme des vêtements et des fournitures scolaires. Théo a eu sa première voiture achetée comptant à 16 ans, une Honda Civic presque neuve. J'ai dû travailler tout l'été dans une quincaillerie et économiser chaque centime pour acheter une camionnette en piteux état avec 180 000 km au compteur. Quand Théo a totalisé cette Civic 2 ans plus tard en conduisant en état d'ivresse, papa lui en a acheté une autre. Aucune conséquence, aucune question posée. Quand j'ai demandé à papa pourquoi Théo obtenait tout sans effort, j'ai eu le classique « la vie n'est pas juste, mon fils ». Mais apparemment, la vie était bien juste pour Théo. Équipement sportif, vêtements chers, voyages de vacances, Théo avait tout. J'ai vite appris que la seule façon d'obtenir quelque chose de papa était de travailler pour. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé d'arrache-pied au lycée. J'ai obtenu une bourse complète pour l'école centrale de Paris en ingénierie. Théo a à peine obtenu son baccalauréat, est allé au lycée professionnel d'abord parce que ses notes n'étaient pas suffisantes pour une grande école, puis a été transféré à une université d'État où il a passé 6 ans à faire la fête aux frais de papa. Papa a payé ses frais de scolarité, son loyer, sa voiture, tout. Pendant ce temps, ma bourse complète nécessitait toujours de l'argent pour le logement et la nourriture, que je couvrais en travaillant à temps partiel dans un atelier d'usinage. Le favoritisme n'a pas cessé quand nous sommes devenus adultes. Il a empiré. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler pour l'entreprise de papa, j'ai pensé qu'enfin, je pouvais prouver ma valeur. J'ai commencé comme ingénieur junior, gagnant 45 000 € par an. Pas terrible pour un ingénieur diplômé, mais c'était l'entreprise familiale, et papa m'a promis des opportunités de croissance. Je l'ai cru parce que j'étais naïf et que je voulais toujours son approbation. Je me suis jeté à corps perdu, j'ai appris toutes les machines de cet atelier, j'ai passé des nuits à redessiner les flux de travail pour améliorer l'efficacité, j'ai étudié les principes de fabrication allégée et la méthodologie Six Sigma de mon propre chef. En 6 mois, j'avais réduit notre taux de rebut de 23% et réduit le temps de production de nos pièces les plus courantes de 15%. Cela représentait environ 300 000 € d'économie annuelle pour une entreprise générant environ 8 millions d'euros de revenus par an. La réponse de papa lors de ma première évaluation annuelle: bon travail, mon fils. Continue comme ça. Pas d'augmentation, pas de bonus, juste une tape dans le dos. La 2e année, j'ai développé un nouveau processus pour notre ligne d'extrusion d'aluminium qui a augmenté la capacité de 30% sans investissement supplémentaire en capital. J'ai conçu et mis en œuvre un système de contrôle qualité qui a pratiquement éliminé les plaintes des clients.
Nous avons décroché 2 contrats majeurs spécifiquement parce que les clients ont été impressionnés par nos métriques de qualité et nos délais de livraison. 2 choses que j'avais personnellement remaniées. Nos revenus ont bondi à 10,5 millions d'euros. L'heure de l'évaluation annuelle. Je suis vraiment fier de ce que tu fais ici, mais nous devons surveiller les dépenses en ce moment. Peut-être l'année prochaine. Je gagnais toujours 45 000 euros. J'ai demandé au moins d'égaler le salaire du marché pour les ingénieurs de mon expérience. Papa a dit que l'entreprise familiale signifiait parfois faire des sacrifices. Pendant ce temps, Théo était à l'université, postant des stories Instagram depuis des bars et des festivals de musique, échouant pour la 2e fois à l'introduction à l'économie d'entreprise. La 3e année, notre entreprise a décroché le plus gros contrat de son histoire. Un accord de 2,3 millions d'euros avec un fournisseur automobile. J'ai rédigé la proposition. J'ai conçu l'outillage sur mesure. J'ai géré l'ensemble du projet du début à la fin. Nous avons livré en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Le client a été tellement impressionné qu'il a signé une prolongation de 3 ans d'une valeur totale de 7 millions d'euros supplémentaires. J'ai également formé 3 nouveaux ingénieurs que papa avait embauchés, mis à niveau nos systèmes de KO, et passé 6 mois à négocier avec les fournisseurs pour réduire nos coûts de matériaux de 12%. Les revenus ont atteint 12,8 millions d'euros. Évaluation annuelle. Tu es vraiment précieux pour cette entreprise. Essentiel, vraiment. J'ai demandé une augmentation à 65 000 euros. Toujours en dessous du marché, mais plus proche. Papa a hésité. A dit que les flux de trésorerie étaient serrés à cause des coûts d'expansion. Puis il a suggéré que si j'avais vraiment besoin de plus d'argent, je devrais peut-être réduire mes dépenses frivoles. Je vivais dans un appartement d'une chambre et je conduisais une camionnette de 10 ans. Mes dépenses frivoles étaient un abonnement à la salle de sport et l'achat occasionnel de déjeuner au lieu de l'emporter. Mais bien sûr, papa, c'était moi le problème. Le même mois, papa a acheté à Théo un nouveau Ford Ranger comme cadeau de fin d'études universitaires. Théo n'avait même pas encore terminé. Il lui restait encore un semestre. Le camion coûtait 48 000 euros, plus que ce que j'avais gagné en un an. J'ai commencé à sérieusement remettre en question mes choix de vie. La 4e année, je dirige pratiquement les opérations à ce stade. Papa a la soixantaine et est à moitié à la retraite, passant la plupart de son temps à jouer au golf et à voyager avec maman. L'entreprise tourne à plein régime. Nous sommes à 14,2 millions d'euros de revenus avec des marges bénéficiaires de 18%, bien au-dessus de la norme de l'industrie. Je supervise 12 employés, gère plusieurs relations clients majeures et gère tout, de la planification de la production à la planification stratégique. J'ai finalement mis le holà. Le salaire du marché pour un ingénieur en fabrication avec mon expérience et mes responsabilités en Normandie est de 85 000 à 95 000 euros. Je gagnais toujours 45 000 euros. Pour information, certains des gars qui faisaient fonctionner les machines CNC gagnaient plus que moi. J'ai rédigé une proposition détaillée décrivant mes contributions, inclus des comparaisons avec les données salariales de l'industrie et demandé 80 000 euros. Toujours dans la fourchette basse, mais raisonnable. La réponse de papa: j'ai l'impression que tu prends l'entreprise en otage. Après tout ce que nous t'avons donné. Nous ne m'avions rien donné. J'avais gagné chaque euro. J'avais transformé son entreprise d'une petite entreprise décente en un fabricant de taille moyenne véritablement compétitif. Mais souligner cela ne m'a mené nulle part. C'est alors que Théo a obtenu son diplôme. Enfin, 6 ans, 2 changements majeurs, 3 semestres ratés qui ont nécessité des reprises, et une moyenne de 2,4 plus tard, il avait un baccalauréat en administration des affaires. Son plus grand exploit était apparemment de ne pas avoir été expulsé. 2 semaines après l'obtention de son diplôme, papa a convoqué une réunion d'entreprise, a annoncé que Théo rejoindrait l'équipe en tant que directeur des opérations, apprendrait l'entreprise de fond en comble avant d'assumer un rôle de leadership. Le titre de directeur des opérations était complètement bidon. Théo ne connaissait pas la différence entre un tour et une fraiseuse. Il ne savait pas lire un plan. Il n'avait jamais géré personne ni quoi que ce soit. Mais le voilà, entrant dans le bureau dans ses nouveaux costumes, agissant comme s'il avait gagné quelque chose.
Son salaire de départ, 75 000 €, plus une voiture de fonction, plus des primes de performance liées à des métriques que j'avais établies et que je maintenais. Théo gagnait plus que moi dès le premier jour malgré son absence d'expérience et de contribution au succès de l'entreprise. Je me suis tue. Je me suis dit que Théo pourrait peut-être surprendre tout le monde. Peut-être qu'il travaillerait dur et ferait ses preuves. Peut-être que papa verrait enfin que le mérite devrait compter plus que l'ordre de naissance. Je me suis trompée sur tous les points. Théo a passé son premier mois à apprendre l'entreprise en arrivant à 10 heures, en prenant des déjeuners de 2 heures et en partant à 15 heures. Il traversait l'atelier, interrompait parfois les gens qui travaillaient pour poser des questions de base qui montraient qu'il n'avait pas pris la peine de lire les documents que je lui avais préparés, puis disparaissait dans son bureau pour faire défiler son téléphone. Les quelques fois où il a essayé d'apporter des idées, ce furent des catastrophes. Il voulait changer de fournisseur pour économiser 3% sur l'acier sans comprendre que le fournisseur moins cher avait des problèmes de contrôle qualité qui nous coûteraient 10 fois plus en retouche et en rebut. Il a suggéré de rationaliser notre processus d'inspection, ce qui signifiait éliminer les contrôles qualité critiques parce que cela ralentissait les choses. Il a essayé de promettre à un client un délai de livraison physiquement impossible, et j'ai dû passer des heures à expliquer les contraintes de fabrication à lui et aux clients très en colère. Je travaillais 60 heures par semaine à nettoyer les dégâts de Théo pendant qu'il touchait son salaire et s'attribuait le mérite de tout ce qui allait bien. Le deuxième mois de l'emploi de Théo, j'ai demandé une réunion à papa, j'ai tout exposé, mes contributions sur 4 ans, mon salaire inférieur au marché, le manque de contribution de Théo et sa compensation plus élevée. J'ai demandé 80 000 € à nouveau, ce qui était 5 000 € de moins que ce que Théo gagnait malgré mes 4 ans d'expérience et mes résultats prouvés. La réponse de papa, Théo a besoin de temps pour trouver ses marques. Tu dois être patient et le soutenir. Il s'agit de l'héritage familial. J'ai demandé de but en blanc ce que je devais faire pour gagner un salaire équitable. Papa est devenu mal à l'aise et a dit, parfois, faire partie d'une entreprise familiale signifie faire des sacrifices. Théo dirigera cette entreprise un jour. Tu devrais être heureux de faire partie de la construction de quelque chose de plus grand que toi. Le voilà. Le rôle de leadership de Théo n'était pas un plan lointain. C'était déjà décidé. Je pouvais me tuer au travail pour améliorer l'entreprise, mais Théo hériterait du royaume que j'avais construit. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon CV pour la première fois en 4 ans. 3 semaines plus tard, papa a convoqué une autre réunion d'entreprise. J'ai eu l'estomac noué avant même qu'il ne commence à parler parce que je savais ce qui allait arriver. Théo était promu PDG. Papa resterait président, mais Théo gérerait les opérations quotidiennes et la direction stratégique. Théo y travaillait depuis exactement 2 mois et demi. Il ne pouvait toujours pas expliquer ce que faisait la moitié de nos machines. Il n'avait pas encore mené à bien un seul projet ou initiative. Sa direction stratégique consistait à mettre en place des vendredis pizza et à suggérer d'acheter une table de ping-pong pour l'entreprise. Mais il était là, souriant comme un idiot pendant que papa parlait de nouvelles perspectives et de leadership de nouvelles générations et de la poursuite de l'héritage familial. Pas une seule fois papa n'a mentionné les 4 années que j'avais passées à transformer l'entreprise. Pas une seule fois il n'a reconnu mes contributions. Après la réunion, plusieurs employés sont venus me voir en privé. Ils étaient inquiets. Ils savaient que Théo était incompétent. Ils savaient que c'était moi qui dirigeais les choses. Ils voulaient savoir ce que cela signifiait pour eux. Je leur ai dit que je les tiendrais informés bientôt. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement minable et j'ai fait un choix. J'avais passé 4 ans à chercher l'approbation de papa, à travailler pour des salaires inférieurs au marché, à construire son entreprise pendant qu'il préparait Théo à en récolter tous les lauriers. J'en avais marre. J'ai appelé Marc Dubois. Marc dirige le plus grand cabinet de conseil en fabrication de France. Son entreprise, Solutions Manufacturières Apex, travaille avec des fabricants de taille moyenne à grande pour optimiser les opérations, mettre en œuvre de nouvelles technologies et résoudre des défis d'ingénierie complexes. Nous nous étions croisés lors de quelques conférences de l'industrie, et il avait mentionné à plusieurs reprises que si jamais je voulais quitter l'entreprise de papa, il serait intéressé à discuter. Nous nous sommes rencontrés pour un café 2 jours plus tard. J'ai exposé mon expérience, les améliorations de processus,
les réductions de coûts, les améliorations de qualité, les relations clients que j'avais développées. Je lui ai montré les chiffres qui étayaient tout cela. Marc n'a même pas scié. Je peux vous embaucher avec un salaire de base de 160 000 € plus des primes de performance trimestrielles. La plupart de nos consultants à votre niveau gagnent entre 200 000 et 220 000 € de rémunération totale la première année. Vous voyagerez environ 40% du temps, travaillant avec des clients sur des projets allant de 3 mois à 2 ans. Nous vous formerons aux méthodologies de mise en œuvre, à la gestion de projets, aux relations clients, à peu près tout ce que vous avez fait, mais avec une reconnaissance réelle et une rémunération appropriée. 5 fois ce que papa me payait, plus des bonus, plus de réelles opportunités de croissance, plus travailler avec des gens compétents au lieu de nettoyer les dégâts de Théo. J'ai accepté sur le champ. Un préavis de 2 semaines me semblait trop généreux, mais je voulais partir professionnellement. J'ai rédigé ma lettre de démission cette nuit-là. Courte et directe. Effective 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Je démissionne de mon poste. Merci pour l'opportunité. Je veillerai à une transition en douceur de mes responsabilités. Je n'ai pas mentionné la disparité salariale. Je n'ai pas mentionné Théo. Je n'ai pas mentionné les 4 années passées à regarder papa tout donner à son enfant chouchou tout en me traitant comme de la main-d'œuvre. Juste propre et professionnelle. Je l'ai remise à papa le lendemain matin. Il l'a lue, l'a posée et a demandé, « C'est à propos d'argent ?» « C'est à propos d'une compensation équitable pour un travail équitable », ai-je dit. Je dirige les opérations ici depuis des années avec un salaire de débutant pendant que vous avez promu Théo au poste de PDG après 2 mois. J'ai trouvé un endroit qui valorise mes contributions. Le visage de papa est devenu rouge. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, ai-je interrompu. J'ai travaillé ici pendant 4 ans, transformé vos opérations et n'ai eu aucune augmentation. Théo a travaillé ici pendant 2 mois, n'a rien apporté et est devenu PDG. Ne me parlez pas de famille. Il a essayé le chantage affectif, le discours de loyauté, la routine « tu es égoïste ». J'avais déjà tout entendu. Cette fois, je m'en fichais. 2 semaines, ai-je dit. Je documenterai tout ce que je peux. Après ça, bonne chance. Ces 2 semaines furent un enfer. Papa alternait entre essayer de me culpabiliser pour que je reste et être passivement agressif et hostile. Théo a agi comme si je l'avais personnellement trahi en partant. Il a même dit, « Comment suis-je censé gérer les choses si tu n'es pas là ?» C'est là que j'ai réalisé que Théo pensait que je serais toujours là. Le plan n'avait jamais été que Théo apprenne l'entreprise. Le plan était que Théo ait le titre et le salaire pendant que je faisais tout le travail réel. J'étais censé être son directeur des opérations de l'ombre, le gars qui le faisait bien paraître pendant qu'il recevait le crédit et la compensation. Plus maintenant. Le jour de mon départ, j'ai remis la documentation sur chaque système majeur, processus et relations clients. J'ai passé 1 heure avec Théo à essayer d'expliquer les choses essentielles qu'il devait savoir. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone et de dire « oui, oui, j'ai compris », à des choses qu'il ne comprenait clairement pas. J'ai serré la main des gars de l'atelier qui étaient devenus des amis au fil des ans. Ils savaient ce qui se passait. Quelques-uns d'entre eux m'ont demandé si j'embauchais là où j'allais. Je leur ai dit de rester en contact. Papa n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Théo m'a lancé un regard suffisant, comme si je faisais une erreur et qu'il se débrouillerait très bien sans moi. Je suis sortie de ce bâtiment pour la dernière fois avec un étrange mélange d'émotions. Du soulagement, principalement, un peu de tristesse, mais surtout cette incroyable légèreté, comme si j'avais enfin laissé tomber un poids que je portais depuis l'enfance. J'ai commencé chez Solutions Manufacturières Apex le lundi suivant. La première semaine a été consacrée à l'orientation et à la formation. J'ai rencontré l'équipe, tous des ingénieurs et spécialistes des opérations expérimentés qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Ma patronne directe, Sophie, avait un doctorat en génie industriel et 20 ans d'expérience. Elle me traitait comme un professionnel compétent, pas comme une source de main-d'œuvre gratuite. Mon premier projet était avec un fournisseur automobile de niveau 1 qui rencontrait des problèmes majeurs de contrôle qualité. J'ai passé 3 mois sur place à diagnostiquer les problèmes, à redessiner leur protocole d'inspection et à former leur équipe.
Le client était ravi. Il a renouvelé un projet de suivi immédiatement. Mon bonus du premier trimestre à lui seul était de 18 000 €, plus d'un tiers de ce que papa me payait annuellement. Le travail était stimulant et gratifiant. J'apprenais constamment, je travaillais avec une technologie de fabrication de pointe, je résolvais des problèmes complexes pour des clients qui appréciaient réellement les solutions. Et je gagnais de l'argent réel pour la première fois de ma vie d'adulte. Pendant ce temps, j'entendais des choses par le biais de contacts de l'industrie sur l'entreprise de papa. Rien de direct, juste des murmures lors de conférences, des commentaires de fournisseurs. Les choses n'allaient pas très bien. 3 mois après mon départ, j'ai rencontré l'un des fournisseurs de papa lors d'un salon professionnel. Il a mentionné qu'ils avaient des problèmes pour obtenir des réponses rapides aux commandes, beaucoup de confusion sur les spécifications, des projets en retard. 5 mois plus tard, un ancien collègue m'a envoyé un SMS, disant qu'ils avaient perdu 2 clients importants. L'un parce que Théo avait promis un délai de livraison impossible et qu'il l'avait dépassé de 6 semaines. L'autre parce que des problèmes de qualité étaient réapparus et qu'ils avaient expédié des pièces défectueuses. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message LinkedIn de Jeanne, la gérante de bureau de longue date de papa. Elle avait démissionné. Elle a dit que l'endroit était le chaos. Théo prenait des décisions terribles. Papa était rarement là. Et personne ne savait ce qu'il faisait. 3 des chefs d'atelier seniors étaient partis chez des concurrents. Le moral était au plus bas. Je me suis senti un peu mal. Pas pour papa ou Théo. Ils avaient fait leur choix, mais pour les bonnes personnes qui travaillaient encore là et qui souffraient à cause d'un leadership incompétent. 8 mois plus tard, Apex a décroché un contrat majeur avec l'un des plus grands concurrents de papa, Métallurgie de Précision. Ils voulaient mettre en œuvre exactement les mêmes systèmes de fabrication allégés et de contrôle qualité que j'avais développés dans l'entreprise de papa. Le propriétaire, Monsieur Dupont, m'a spécifiquement demandé pour le projet après avoir entendu parler de mon parcours. L'argent était incroyable, 230 000 € de rémunération totale pour l'année. Mais plus que cela, j'aidais Métallurgie de Précision à devenir un concurrent plus redoutable pour l'entreprise de papa. Nous mettions en œuvre des systèmes qui leur permettraient de livrer plus rapidement, moins cher et avec une meilleure qualité que ce que l'atelier de papa pouvait égaler dans son état actuel. Je ne vais pas prétendre que je n'en ai pas tiré une certaine satisfaction. 4 ans à être traité comme de la main-d'œuvre jetable et maintenant j'aidais leurs concurrence à leur voler leur part de marché. 10 mois plus tard, les choses sont devenues intéressantes. J'étais sur le site de Métallurgie de Précision quand mon téléphone a commencé à sonner de partout. Papa, Théo, même maman, qui m'avait à peine parlé depuis mon départ. Tous appelaient et envoyaient des SMS d'urgence. Je les ai ignorés. Quelle que soit la crise qu'ils avaient, ce n'était plus mon problème. Les messages vocaux ont commencé à arriver. Papa, nous devons parler. C'est à propos de l'entreprise. Appelle-moi dès que possible. Théo, mec, sérieusement, nous sommes en difficulté ici. Tu dois revenir. Maman, s'il te plaît, appelle ton père. Il est très stressé. J'ai finalement écouté l'un des messages de papa. Sa voix était tendue, presque paniquée. Mon fils, nous avons de graves problèmes. Nous avons perdu 3 clients majeurs ce trimestre. Nous perdons de l'argent à flot. Théo essaie, mais il a besoin d'aide. Ton aide. Nous pouvons trouver un arrangement. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai supprimé et je suis retourné au travail. Les appels ont continué. J'ai bloqué les numéros de papa et Théo. J'ai modifié mes paramètres LinkedIn pour qu'ils ne puissent pas voir mon activité. J'ai clairement indiqué que je n'avais aucun intérêt pour quoi que ce soit impliquant leur entreprise, mais les messages ont trouvé d'autres voies. Papa a commencé à m'envoyer des emails à mon adresse professionnelle. Je ne sais pas comment il l'a obtenu. De longs emails sur l'héritage et la famille et le fait qu'il avait besoin de moi. J'ai mis en place un filtre pour les envoyer directement à la corbeille. Théo a apparemment essayé de me contacter via Facebook, Instagram, a même essayé de me DM sur Reddit d'une manière ou d'une autre. Tout bloqué. Maman a essayé la manipulation émotionnelle. Elle m'a appelé en pleurant, disant que papa avait des douleurs thoraciques dues au stress et que cela le tuait.
Elle a dit que Théo travaillait 18 heures par jour pour essayer de maintenir les choses ensemble. Elle m'a supplié de leur parler au moins. J'ai répondu une fois par SMS, papa a choisi Théo. Il a choisi de me sous-payer pendant 4 ans tout en préparant Théo à prendre la relève. C'est la conséquence de ce choix. Je ne vais pas réparer leurs erreurs. 11 mois plus tard, Jeanne m'a de nouveau envoyé un message. Elle a dit que l'entreprise était en réelle difficulté. Ils avaient épuisé la plupart de leurs réserves de trésorerie. La banque devenait nerveuse à propos de leur ligne de crédit. Ils avaient licencié 6 personnes. Des rumeurs de faillite circulaient. Théo avait apparemment essayé de mettre en œuvre des améliorations d'efficacité qui avaient échoué de manière spectaculaire, avait rogné sur le contrôle qualité pour économiser de l'argent, ce qui avait entraîné un rappel massif et détruit leur réputation auprès de 2 clients majeurs. Il avait également irrité leurs meilleurs fournisseurs en exigeant des conditions de paiement qu'ils ne pouvaient pas supporter. Donc maintenant, ils payaient des prix élevés pour les matériaux. Tout ce que j'avais construit, Théo l'avait systématiquement démantelé en moins d'1 an. Une partie de moi se sentait justifiée. Il m'avait traité comme de la merde, avait supposé que Théo pouvait simplement prendre ma place sans aucune de mes compétences ou connaissances. Et maintenant, ils apprenaient exactement à quel point j'avais maintenu cette entreprise ensemble. Mais je me sentais aussi triste pour les bonnes personnes qui étaient encore là. Les machinistes qui m'avaient formé quand j'avais commencé. Les chefs d'atelier qui m'avaient toujours traité avec respect. Ils ne méritaient pas de perdre leur emploi parce que papa et Théo étaient incompétents. Toujours pas mon cirque, pas mes singes. 12 mois plus tard, 1 an après mon départ, Monsieur Dupont de Métallurgie de Précision m'a invité à déjeuner. Il a dit qu'il avait entendu dire que l'entreprise de mon père était en grande difficulté. Il m'a demandé si je savais quelque chose sur une opportunité d'acquisition potentielle. Je lui ai dit ce que je savais. Monsieur Dupont a eu un air pensif et a dit, « Vous savez, si nous les acquérions, nous aurions besoin de quelqu'un qui connaît cette opération de fond en comble pour l'intégrer correctement. Quelqu'un qui pourrait récupérer ce qui a de la valeur et réparer ce qui est cassé. Ça pourrait être un poste de vice-président. Probablement 250 000 € plus une participation. » L'ironie ne m'a pas échappé. Je pourrais potentiellement devenir vice-président des opérations de l'entreprise qui a acquis l'entreprise de papa, je serais essentiellement le patron de papa. Et de Théo, s'il gardait son emploi après une acquisition. J'ai dit à Monsieur Dupont que j'y réfléchirais. Cette nuit-là, papa a appelé depuis un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu sans réfléchir. « S'il te plaît, ne raccroche pas », a-t-il dit immédiatement. Sa voix semblait brisée. « Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Je sais que j'ai merdé, mais je te supplie de m'écouter. » Je suis resté silencieux. L'entreprise est en difficulté. De vrais problèmes. Nous allons probablement couler dans les 6 prochains mois si les choses ne changent pas. La banque menace de retirer notre ligne de crédit. Nous avons perdu la plupart de nos clients importants. Théo a fait de son mieux, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas toi. Pas de blague, ai-je dit. J'avais tort, a continué papa. À propos de tout, à propos de Théo, à propos de la façon dont je t'ai traité toutes ces années. Tu étais celui qui a fait le succès de cette entreprise et j'étais trop fier et stupide pour le voir. Je suis désolé. 4 ans trop tard. Mais je l'ai laissé continuer à parler. Reviens, a-t-il dit. S'il te plaît, nomme ton prix. Poste de PDG. Tout ce que tu veux. Nous avons besoin de toi. Et Théo, ai-je demandé. Longue pause. Il se mettrait de côté ou travaillerait sous tes ordres. Tout ce qui doit arriver. Et mon salaire? Tout ce que tu veux. Sérieusement, je le mettrai par écrit. Tu dirigerais tout. J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Non, s'il te plaît. Tu as eu 4 ans pour me payer équitablement. 4 ans pour me traiter comme un employé valorisé au lieu d'une main-d'œuvre bon marché. Tu as choisi Théo à chaque occasion. Tu l'as choisi quand tu lui as acheté des voitures pendant que je conduisais une vieille bécane. Tu l'as choisi quand tu lui as payé ses études pendant 6 ans pendant que je travaillais pendant mes études.
Tu l'as choisi quand tu l'as nommé PDG après 2 mois tout en me refusant des augmentations pendant 4 ans. C'est la conséquence de ces choix. Je suis désolé. Tu n'es pas désolé de m'avoir maltraité. Tu es désolé que ça n'ait pas marché comme tu l'avais prévu. Tu es désolé que Théo n'ait pas pu faire comme par magie le travail que tu supposais qu'il pouvait faire parce que c'est ton préféré. Tu es désolé de perdre ton entreprise. Mais tu n'es pas vraiment désolé de la façon dont tu m'as traité. Non, ce n'est pas ça. Je gagne 220 000 € par an maintenant. J'adore mon travail. Je travaille avec des gens compétents qui me respectent. J'ai de réelles opportunités de croissance. Pourquoi diable devrais-je abandonner ça pour revenir et sauver ton entreprise? Parce que c'est la famille. La famille, c'est ce que tu as choisi avec Théo. Je ne suis que le gars qui a travaillé là pendant 4 ans. Bonne chance avec ton plan de succession. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai bloqué le numéro. Le lendemain, Théo est apparu chez Métallurgie de Précision. La sécurité m'a appelé parce qu'il était dans le hall, exigeant de me voir. Je suis descendu. Théo avait l'air minable. Il avait perdu du poids, des cernes sous les yeux, portant un costume froissé qui semblait avoir dormi dedans. « Tu dois revenir », a-t-il dit. Pas de salutation, pas de bavardage, juste une supplication désespérée. « Je n'ai rien à faire », ai-je répondu. « Nous allons faire faillite. Papa a des douleurs thoraciques. Maman est sous anxiolytique. L'entreprise s'effondre. Je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas ce que je fais. Tu aurais dû y penser avant de prendre un poste de PDG pour lequel tu n'étais pas qualifié. Je n'ai pas demandé ça. Papa me l'a juste donné. Je pensais que tu serais toujours là pour m'aider à comprendre. C'était le plan, n'est-ce pas? Tu as le titre et l'argent. Je fais le travail réel. Tout le monde prétend que tu es compétent. Sauf que je suis parti. Et maintenant tu découvres que diriger une entreprise demande de réelles compétences et connaissances. S'il te plaît, a dit Théo. Ses yeux étaient humides. Je sais que nous t'avons maltraité. Je sais que papa a merdé. J'ai merdé, mais tu ne peux pas simplement laisser l'entreprise mourir. Pense aux employés, à toutes ces personnes qui perdront leur emploi. J'y pense constamment. C'est pourquoi j'ai mis Monsieur Dupont en contact avec quelques-uns d'entre eux. Métallurgie de Précision embauche. Les bonnes personnes de l'atelier de papa auront des emplois. Ils auront de meilleurs emplois en fait dans une entreprise qui n'est pas dirigée par un népotisme incompétent. Le visage de Théo est devenu blanc. Tu les aides à débaucher nos employés. J'aide de bonnes personnes à trouver de bons emplois avant que ton entreprise n'implose et ne les laisse sans rien. Tu devrais me remercier. Tu détruis l'héritage de papa. Tout ce qu'il a construit, je l'ai construit, ai-je interrompu. Papa a démarré une entreprise. Je l'ai transformée en quelque chose de réussi. Puis papa te l'a donnée et tu l'as détruite en moins d'1 an. Ce n'est pas de ma faute. Que veux-tu? A demandé Théo. De l'argent, des actions, nomme-le. Reviens juste et arrange ça. J'ai regardé mon frère, l'enfant chouchou à qui tout avait été donné toute notre vie et qui avait tout gâché par pure incompétence et droit. Je veux que tu échoues, ai-je dit. Je veux que tu expérimentes ce que ça fait quand le travail acharné et le talent ne comptent pas parce que quelqu'un d'autre obtient des opportunités que tu mérites. Je veux que tu comprennes ce que j'ai ressenti chaque jour en travaillant pour papa pendant qu'il te traitait comme un roi. Je veux que tu échoues pour que peut-être tu apprendras qu'être le préféré de quelqu'un ne te rend pas compétent. Théo est resté là, abasourdi. Pars, ai-je dit. Et ne reviens pas. La sécurité l'a escorté dehors. Je suis retourné au travail. Mise à jour 1. Cela fait 6 mois que Théo est apparu à mon bureau. J'ai pensé que j'allais mettre à jour ceci parce que les choses sont devenues encore plus intéressantes. L'entreprise de papa a déposé le bilan en chapitre 11 il y a 3 mois. Elle a essayé de se réorganiser mais n'a pas réussi. Ils sont maintenant en liquidation chapitre 7. Les actifs de l'entreprise sont vendus pour payer les créanciers.
Monsieur Dupont de Métallurgie de Précision a fini par acquérir leur contrat client et une partie de leur équipement pour une bouchée de pain. Il a offert des postes à 8 des anciens employés de papa. Tous les bons avec qui j'avais travaillé. 7 ont accepté. Le 8e a pris sa retraite. Le chômage de Théo n'a pas duré longtemps. Papa lui a trouvé un emploi dans l'entreprise de distribution d'un ami. Coordinateur logistique d'entrée de gamme. 38 000 € par an. Théo publie des mises à jour LinkedIn vagues sur l'apprentissage des fondamentaux et le fait de faire ses preuves, comme s'il était Rocky Balboa au lieu d'un PDG raté bénéficiant d'un emploi de charité. Papa et maman ont dû vendre leur maison. Ils ont déménagé dans un appartement. Papa est officiellement à la retraite maintenant. Pas par choix. Sa réputation dans l'industrie est détruite. La rumeur s'est répandue sur la façon dont Théo avait si mal géré l'entreprise et le nom de papa est associé à cet échec. Le vrai coup de grâce, papa a essayé de me blâmer publiquement. Il a commencé à dire aux gens que j'avais saboté l'entreprise en partant à un moment critique et en donnant des informations aux concurrents. Quelques personnes m'ont contacté pour me poser des questions à ce sujet. J'ai répondu une fois publiquement sur LinkedIn. J'ai posté une chronologie simple. 4 ans de salaire inférieur au marché. La promotion de Théo au poste de PDG après 2 mois. Ma démission. Les désastres de Théo. La faillite de l'entreprise. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. La publication de papa a été sévèrement critiquée. Plusieurs personnes qui avaient travaillé avec moi ont commenté mes contributions. Quelques clients ont même ajouté que la qualité avait chuté après mon départ. Papa a supprimé sa publication et n'a plus rien dit publiquement depuis. Théo a essayé de me recontacter le mois dernier. Email cette fois puisque je l'avais bloqué partout ailleurs. Une longue histoire larmoyante sur le fait qu'il n'avait jamais voulu le poste de PDG. Papa le lui avait imposé. Il avait été mis en échec. Blablabla. Bla bla. Il a terminé par « Je suis désolé pour tout. Tu avais raison sur tout. J'essaie d'être meilleur. Si tu veux parler un jour, je suis là. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis mesquin. D'accord, peut-être un peu parce que je suis mesquin, mais surtout parce qu'il n'y a rien à dire. Les excuses de Théo ne signifient rien. Elles n'annulent pas 4 ans à le regarder vivre sa vie grâce au favoritisme de papa. Elles n'annulent pas l'année qu'il a passée à détruire tout ce que j'ai construit. Elles n'annulent pas une vie entière à être traité comme si j'étais moins important que lui. Certains ponts, on les brûle, d'autres on les regarde s'effondrer d'eux-mêmes. Quant à moi, Apex m'a promu consultant principal senior, avec une rémunération totale de 285 000 €. Maintenant, je gère une équipe de 5 consultants, travaillant sur des projets avec certains des plus grands fabricants du pays. J'ai acheté une maison le mois dernier, 4 chambres, 3 salles de bain, un garage pour 2 voitures. J'ai payé 20% d'acompte et mon prêt immobilier est inférieur à ce que Théo gagne annuellement dans sa nouvelle carrière. La vie est plutôt bonne quand on arrête d'attendre que les autres nous apprécient et qu'on s'apprécie soi-même. Dernière mise à jour. 2 ans après avoir quitté l'entreprise de papa. Il est temps pour une dernière mise à jour car cette histoire a officiellement suivi son cours. Papa a eu une crise cardiaque il y a 8 mois. Apparemment, ce n'était pas lié au stress, juste une mauvaise génétique et une vie de burger. Il a survécu, mais ce fut un déclic. Maman m'a appelé de l'hôpital. C'était la première fois que nous nous parlions depuis plus d'1 an. Ton père veut te voir, a-t-elle dit. S'il te plaît, il te demande. J'y suis allée. Pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit, mais parce que l'homme avait failli mourir, et je ne suis pas un monstre complet. Je l'ai trouvé dans un lit d'hôpital, l'air 20 ans plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Maman et Théo étaient là. Théo avait l'air mal à l'aise. Maman semblait soulagée que je sois venue. Papa a essayé le discours de réconciliation sur son lit de mort. Il s'est excusé pour tout. Il a dit qu'il avait été un père terrible pour moi. Il a dit qu'il avait laissé son favoritisme l'aveugler. Il a dit qu'il était fier de ce que j'avais accompli malgré, et non grâce à lui. Il a pleuré un peu. Je me suis assis là et j'ai tout écouté. J'ai pensé à toutes les années de merde. Toutes les fois où il avait choisi Théo plutôt que moi.
toutes les opportunités qu'il m'avait refusées tout en donnant tout à Théo. J'apprécie que tu dises ça, ai-je finalement dit. Je le fais, mais cela ne change rien. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Je sais, a dit papa. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée et que je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. C'était à peu près tout. Papa s'est rétabli. Lui et maman font la retraite dans leur appartement. Papa a essayé de me recontacter quelques fois de plus, mais a finalement arrêté quand j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressée à reconstruire une relation. Théo et moi nous sommes croisés lors d'une conférence de l'industrie il y a 6 mois. Il travaille toujours dans la logistique, apparemment il s'en sort bien. Il s'est approché, extrêmement maladroit, et a dit « Salut ». « Salut », ai-je répondu. Longue pause. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit. Pour tout, la façon dont nous t'avons traité, l'entreprise, tout. Je sais, ai-je dit. Il y a une chance ? Non, il a hoché la tête. Oui, je m'en doutais. Pour ce que ça vaut, je dis la vérité aux gens maintenant sur la façon dont j'ai foutu en l'air l'entreprise, sur le fait que c'est toi qui l'as construite. Je ne trouve plus d'excuses. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Et je le pensais en quelque sorte. Pas d'une manière chaleureuse et douce, mais d'une manière où la décence humaine de base devrait être le minimum. Nous n'avons pas échangé de numéros. Nous n'avons pas prévu de prendre un café ou de nous revoir. Nous nous sommes juste fait un signe de tête et sommes allés chacun de notre côté. J'ai 33 ans maintenant. Consultant principal senior chez Apex. Je gagne 340 000 €. Fiancée à Emma, une ingénieure en structure que j'ai rencontrée au travail. Elle est brillante et motivée et me traite comme un partenaire égal. Nous prévoyons un mariage pour le printemps prochain. Maman a demandé si papa et Théo étaient invités. J'ai dit que maman était la bienvenue. Papa et Théo ne l'étaient pas. Elle a essayé l'argument de l'obligation familiale. J'ai mis fin à la discussion. Ils ont eu 1 million de chances de me traiter comme de la famille. Ils ont choisi de ne pas le faire. C'est mon mariage. La famille d'Emma, ma vraie famille, les gens qui m'ont soutenu et cru en moi. Papa et Théo ne font pas partie de cette liste. Maman n'a pas insisté. Je pense qu'elle savait mieux. C'est là que les choses en sont. L'entreprise de papa est entièrement liquidée. Théo est en train d'apprendre à être un adulte fonctionnel pour la première fois de sa vie. Papa vit avec ses regrets. Maman est prise entre deux feux mais respecte mes limites. Et moi, je construis une vie avec quelqu'un qui me valorise. Je fais un travail qui me passionne. Je gagne de l'argent qui reflète ma valeur réelle. Je vis dans une maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné. Entouré de gens qui me respectent. Pas de favoritisme d'enfant chouchou. Pas de dynamique familiale toxique. Plus d'attente d'une approbation qui ne viendra jamais. Juste la paix. Enfin, YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur ce bouton « J'adore ».